ne faut pas considérer que le port du masque serait l'alpha et l'oméga de la protection des personnes. C'est faux. D'abord parce que le masque, il peut être porté, retiré, touché. Et les services de réanimation, les services de médecine hospitaliers sont remplis de personnes qui, pour certaines d'entre elles, portaient des masques et considéraient que le masque allait les protéger. Et vous savez quoi? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Eh bien, bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui dimanche 11 octobre en direct de la place de la mairie du Bourget et donc je vais vous parler un petit peu des actualités que je viens de trouver sur internet, sur Google exactement. Donc le coût explosif des mineurs isolés pour les contribuables. L'accueil des mineurs isolés coûte à la France près de 2 milliards d'euros par an, une charge faramineuse qui pèse presque exclusivement sur les départements. Les derniers chiffres remontent à la fin de l'année dernière. Selon le rapport annuel d'activité de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, qui dépend du ministère de la Justice, la mission mineurs non accompagnés recense pour la seule année 2019 16 760 mineurs isolés confiés à l'aide sociale à l'enfance par décision de justice sur l'ensemble de notre territoire. Si le rapport relève une certaine stabilisation du nombre de nouveaux mineurs isolés, il n'empêche que ceci pèse lourdement sur les dispositifs et l'organisation de la protection de l'enfance. D'autant que ces nouveaux mineurs isolés viennent s'ajouter aux 17 022 mineurs isolés de l'année 2018, les 14 908 mineurs isolés de l'année 2017 et les 8 054 mineurs isolés de l'année 2016. Certes, nombre d'entre eux sont devenus au fil des ans majeurs quand certains ont quitté la France, reste que pour la seule année 2019, 9,11% d'entre eux avaient 16 ans. Les mineurs isolés de 17 ans ne représentaient que 13,56% des nouveaux migrants isolés, ce qui fait dire à Christian Jacob, le président des Républicains, qui voilà quelques jours sonnait l'alarme sur France Inter, que si la France en 2012 accueillait 1000 mineurs isolés, aujourd'hui c'est 40 fois plus. Donc voilà, le coût des mineurs isolés, quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Je parle des mineurs isolés donc, qui arrivent chaque année en France et qui s'ajoutent au nombre de mineurs qui sont là depuis les années précédentes. Ça, c'est un problème dont on devrait parler, sachant qu'on n'a pas toujours des tests fiables pour savoir s'ils sont vraiment mineurs ou pas. Donc, je pense que le débat doit être ouvert. Qu'est-ce qu'on fait de ces mineurs-là? Est-ce qu'on les accueille toujours en France? Qui doit payer la charge? Évidemment, ce sont les Français qui devront payer. Donc, je pense que le débat doit être ouvert. États-Unis, un père refuse de briser la vitre de sa voiture pour sa fille de 1 an enfermée. C'est une véritable tragédie qui s'est récemment déroulée à Las Vegas alors qu'un père de famille a refusé de laisser la police briser la vitre de sa voiture pour sauver sa fille de 1 an enfermée sous de fortes chaleurs. Après s'être rendu compte qu'il avait verrouillé sa voiture en laissant sa fille et ses clés à l'intérieur, Sidney a contacté les autorités pour sortir de cette situation, indique le Las Vegas Sun. Les policiers qui sont intervenus ont par la suite indiqué que le père de famille avait dans un premier temps refusé qu'il ne brise la vitre de sa Nissan Altima pour sauver la petite fille, arguant qu'il ne voulait pas l'abîmer, que la climatisation était de toute façon en marche. Interrogé par les autorités, la petite amie de l'accusé a déclaré qu'il était rentré chez eux en lui expliquant qu'il avait enfermé par mégarde sa fille dans la voiture et en lui demandant d'appeler la compagnie d'assurance. Agacé par le prix indiqué pour couvrir les réparations, il aurait demandé de raccrocher. Lorsqu'il s'est enfin décidé à appeler la police, la petite fille était déjà enfermée dans la voiture depuis plus de 40 minutes. Donc voilà, ce père indigne, franchement, je ne sais pas trop quoi dire là-dessus parce que, je veux dire, sa fille n'est pas assez importante pour lui, il préfère sa voiture, il aimerait ne pas payer les frais du bris de glace, du bris de la voiture, plutôt que de sauver sa fille, c'est inqualifiable, quoi, je veux dire. En fait, il y a des parents qui ne méritent pas d'être parents, il y a des pères qui ne méritent pas d'être pères, il y a des mères qui ne méritent pas de mère. C'est des parents indignes, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. Je vous laisse juge. Conditions de libération, conversion à l'islam, le fils de Sophie Petronin témoigne. Sébastien Shadow Petronin a accordé un entretien à BFM TV au lendemain du retour de France de sa mère. Ex-otage française au Mali, son fils Sébastien Shadow Petronin a accordé un entretien à BFM TV. Sa mère humanitaire, qui a vécu près de 20 ans à Gao au Mali, avait été enlevée en décembre 2016. Sa mère va bien, déclarait Sébastien Shadow. Pour moi, c'est énormément d'émotions. Pour elle, ça semble un peu moins, comme si elle s'était préparée à ça.
Il raconte notamment comment l'humanitaire de 75 ans en décembre 2016 n'avait pas tout de suite réalisé ce qui lui arrivait. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle n'a pas compris tout de suite qu'elle se faisait enlever à tir confié. Elle va s'en rendre compte un peu plus tard. Sébastien Chardot-Pétronin explique que sa mère lui a confié avoir pris les choses à l'époque calmement. Est également revenu sur plusieurs sujets, conditions de libération, Si vous voulez qu'on les appelle ces gens-là, on peut les appeler ces gens-là. Si vous voulez qu'on les appelle les djihadistes, on les appelle les djihadistes. Eux-mêmes préfèrent qu'on les appelle les moudjahidistes. Et j'espère qu'ils n'auront pas pris ombrage de la manière dont ma mère les a qualifiés. Ce serait important pour nous de ne pas rentrer dans ce genre de préoccupations. Maintenant, si les autorités françaises ne sont pas d'accord avec les termes qu'elles utilisent, ou si les journalistes ne sont pas d'accord, ou si l'opinion publique n'est pas d'accord, pardonnez-moi de ne pas trop m'en soucier. Sébastien Chardot-Pétronin a également évoqué la conversion à l'islam de sa mère. Pour le Mali, je vais prier, implorer les bénédictions et la miséricorde d'Allah, parce que je suis musulman, vous dites sauver, mais c'est Mariam. Donc, Sophie Pétronin, son fils témoigne du fait qu'elle ne s'est pas aperçue qu'elle était otage. Donc, la France a fait libérer 200 djihadistes des prisons et a payé une rançon, donc énormément d'argent qui ont été dépensés. Et en fait, pour une otage qui n'était pas sûre d'être vraiment otage. Donc, voilà. Elle était prisonnière de musulmans, c'est dit musulmans elle-même. Elle dit qu'elle n'était pas vraiment prisonnière, elle ne s'est pas aperçue qu'elle était prisonnière, elle ne s'est pas aperçue qu'elle était otage. C'est quoi ce bordel en fait? Je ne comprends pas pourquoi la France a fait toutes ces dépenses pour libérer une otage qui n'était pas sûre d'être otage, qui ne pensait pas être otage, qui pensait être avec des moudjahidistes, des gens qui défendent le peuple, donc des musulmans comme elle. J'ai déjà fait une vidéo, j'ai déjà publié une vidéo hier là-dessus. Pour moi, la France n'avait pas à intervenir. Et si vraiment elle était otage, si vraiment c'était une vraie otage, à ce moment-là, il fallait intervenir par la force, comme je l'ai dit dans la vidéo que j'ai publiée hier. Voilà, c'est un cas malheureux, je trouve. C'est inqualifiable la façon dont la France a libéré cette femme, qui ne voulait peut-être pas qu'on la libère d'ailleurs. Voilà. Mort d'un cousin d'Adama Traoré, la famille porte plainte contre X pour tentative d'escroquerie au jugement. Après la mort par noyade le 14 septembre dernier de Mahmoud Fofana, un cousin d'Adama Traoré âgé de 35 ans, lors d'une intervention policière Marly-le-Roi, l'avocat de la famille, maître Yassine Bouzrou, annonce vendredi 9 octobre à France Info porter plainte contre X avec constitution de partie civile pour faux en écriture publique aggravée, tentative d'escroquerie au jugement. L'hypothèse d'une noyade avec intervention d'entière, blablabla, le sang retrouvé sur le sol, blablabla, des preuves dissimulées par la justice. Bon, ben, la famille Traoré fait beaucoup parler d'elle, avec son clan. En fait, le problème, c'est qu'il ne faut rien dire sur la famille Traoré, parce que c'est pas parce que cette famille a fait, les membres de cette famille ont fait des séjours, des allers-retours en prison, et qui sont connus pour délinquance, qu'on a le droit de dire quelque chose, sinon la famille Traoré va porter plainte contre vous. Donc ils sont habitués à porter plainte contre la police, donc apparemment la famille Traoré n'aime pas la police, et ils utilisent donc la justice, les plaintes pour comment dire, arrêter, faire stopper, faire taire tous ceux qui osent dire la vérité sur eux. Donc voilà, bon, je ne dirais rien non plus. Voilà, la famille Traoré reste, comment dire, un cas, on va dire, un cas, et j'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup comme ces gens-là. Parce que ça n'apporte rien en fait. Ils n'apportent rien de bon. Voilà. Allez, suivant. Des centaines de passagers du RER A et de la ligne L du Transilien ont dû patienter plusieurs heures vendredi 9 octobre dans la soirée, rapporte samedi France Bleu Paris. C'est une palette électrique survenue à Maison Lafitte qui est à l'origine du blocage. Un fil de contact a été rompu par un train et on a dû lui couper complètement le réseau par mesure de sécurité, a expliqué la SNCF à France Bleu Paris. Il nous a fallu plusieurs heures pour mettre les trains en route. Bon, bref. Oui, donc les problèmes à répétition en Ile-de-France concernant les lignes A, les lignes B, etc. Les usagers en ont un peu marre, on ne comprend pas trop. Donc est-ce que c'est vraiment des pannes électriques? On nous annonce des pannes électriques pour pas nous annoncer autre chose? Parce qu'avant on nous parlait de sacs oubliés, de bagages oubliés, etc. Là on nous parle de pannes électriques. Est-ce que c'est vraiment autant de pannes électriques qui arrivent toutes les semaines?
Parce qu'on a du mal à comprendre qu'il y ait dans le RER et le métro pratiquement une panne électrique par jour. Franchement, ils ont un problème électrique ces gens-là, ou ils veulent nous cacher quelque chose. Donc c'est la question que je me pose. Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, achète 50 millions de dollars de bitcoins. Il croit dur comme fer à l'avenir du bitcoin. Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a confirmé jeudi l'achat de 4709 bitcoins pour un total de 50 millions de dollars via sa société Square spécialisée dans les plateformes de paiement. Ouais. Eh bien, on a beau être le PDG de Twitter, on peut être un imbécile. Et puis voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai déjà parlé à maintes reprises du Bitcoin et de ce que j'en pensais. Le Bitcoin, c'est une invention qui a rapporté beaucoup d'argent aux premières personnes qui l'ont lancé. Et tant mieux pour eux. Et donc, il y a des gens qui sont fait énormément d'argent avec les Bitcoins. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent. Et il y a encore des gens apparemment qui croient dur fort comme fer au Bitcoin, à l'avenir du Bitcoin, mais il n'y a pas d'avenir. Le Bitcoin, de toute façon, par principe, il était limité et les gens vont s'apercevoir que de toute façon, il repose sur rien et il ne permet en aucun cas d'acheter quelque chose. Voilà. Le Bitcoin, c'est une arnaque, mais tant mieux pour ceux qui gagnent de l'argent avec, voilà, c'est tout. Et dommage pour ceux qui en perdent, en même temps, c'est leur faute. C'est une personne qui est dégueulasse, cette fille est folle, le violent coup de gueule de Maïva Guénam contre Rihanna. Ces derniers jours, Rihanna fait l'objet d'une violente critique depuis les quatre coins du globe suite à son erreur impardonnable durant son défilé. Un véritable lynchage médiatique en provenance de tous les canaux de communication tels que les réseaux sociaux, les pages web, les mass médias et tous les propos dont ceux de Maïva Guénam ne sont pas tendres envers la chanteuse. Pour rappel, Rihanna, durant son dernier défilé pour la ponctuation de sa marque de lingerie Savage Fenty, s'est inspirée de la sainte parole pour composer le générique de cet événement, une situation qui a choqué un bon nombre de pratiquants dans le monde entier, même si la star du R&B avait déjà fait son mea culpa le mercredi 7 octobre dernier. Pour la plupart, elle a commis l'irréparable. Oui, en fait, c'est pas très clair, mais pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, Rihanna, une chanteuse que j'aime bien, en fait, a fait un défilé avec une musique du Coran de l'islam. Et donc, quand on parle de la communauté, c'est effectivement les musulmans. Ça n'a pas plu aux musulmans. Elle a subi, une vague de haine de la part de nombreux musulmans. Et apparemment, c'est pas fini. Même si Rihanna a dit qu'elle était désolée et qu'elle n'a pas fait exprès de mettre cette musique sainte du Coran, de l'islam, dans son défilé de mode de lingerie sexy. Effectivement, quand on fait de la lingerie sexy, quand on fait un défilé de mode de la lingerie sexy, on ne met pas de la musique de l'islam, la musique du Coran, la musique islamique. La musique islamique, c'est réservé pour l'islam, c'est évident. Et les musulmans ne sont pas très tolérants, ça on le sait. Les musulmans n'apprécient pas trop l'humour, n'apprécient pas du tout l'humour. Donc la religion islamique ne tolère pas qu'on s'amuse avec elle, qu'on se moque d'elle, parce que pour eux, on se moque de l'islam, on se moque du Coran, on se moque d'Allah. Dès que vous parlez du Coran, vous ne pouvez rien dire en fait. Il y a interdiction totale de parler du Coran, c'est un blasphème en fait. C'est un blasphème et c'est condamné par la peine de mort dans certains pays musulmans. Nombreux pays musulmans condamnent effectivement à la peine de mort, ou en tout cas à la prison, tout blasphème, c'est-à-dire toute critique envers l'islam et le Coran. Non seulement vous ne pouvez pas dire du bien de la Bible ou de la Torah, vous ne pouvez pas dire du bien de religion autre que l'islam, parce que dans les pays musulmans, il n'y a que l'islam, et il ne doit y avoir que l'islam. Nulle religion ne peut avoir sa place en dehors de l'islam. C'est dans le Coran, et les musulmans pratiquent ça. Donc si vous n'êtes pas musulman, vous n'avez pas votre place dans un pays musulman, c'est clair. Et Rihanna, la pauvre Rihanna, elle a utilisé une musique qui était à l'islam, et ça, elle n'avait pas le droit de le faire. Et c'est clair qu'elle se fait incendier, même si elle a fait son mea culpa, même si elle a dit qu'elle était désolée. Bon, elle risque gros quand même, elle risque peut-être même la mort. C'est ce qu'on verra. En conclusion, on n'a rien droit de dire sur l'islam, en tout cas rien de négatif. La seule chose qu'on peut dire, c'est que l'islam est une religion de paix et d'amour, à condition que vous dites du bien de l'islam. Si vous avez le malheur de dire du mal de l'islam, du Coran ou du prophète, de son prophète Mohammed ou de son Dieu Allah,
à ce moment-là, ben, vous allez vous faire tuer parce que vous n'avez pas le droit de dire du mal de son prophète Mohammed, ni de son Dieu, le Tout-Puissant Allah, ni de son livre vénéré, le Coran. Pour ainsi dire, moi je ne parlais pas de l'islam parce que c'est trop dangereux. Et pour finir sur notre humour, Jessica Thévenin dévoile son postérieur sanguin après opération. Les internautes sont choqués. Bon, ça c'est un article pour faire vendre. Jessica Thévenin en parlait depuis longtemps. Elle tenait absolument à se faire refaire le postérieur. En effet, pour la jeune femme dont il n'est pas tabou de parler de chirurgie esthétique, au contraire, ses fans savent parfaitement ce qui n'est pas naturel chez elle parce qu'elle est fière du résultat et du changement. Jessica Thévenin, star de la télé-réalité, attendait donc son opération avec impatience. Ensuite, sont plusieurs semaines de convalescence qui s'enchaînent, des semaines durant lesquelles elle ne peut pas s'asseoir ou s'allonger sur le dos et porter une gaine. Mais enfin, le moment est arrivé pour Jessica Thévenin de retirer sa gaine et de présenter le résultat de son opération à ses fans. Donc voilà, Jessica Thévenin dévoile son postérieur sans sa gaine post-opératoire. Je vous mettrai la photo évidemment dans la vidéo. Donc Jessica Thévenin qui dévoile son cul, j'aime bien finir sur une note d'humour, finir une vidéo sur une note d'humour. Donc vous verrez la photo de Jessica Thévenin, on voit pas grand chose en fait. Moi j'estime qu'on n'a pas besoin de se faire opérer de quoi que ce soit, on n'a pas besoin de se faire opérer son cul. Se faire opérer sauf raison médicale évidemment, mais pour la chirurgie esthétique, personnellement, je ne suis pas tellement d'accord. Si vous avez des raisons valables de vous faire opérer, d'accord, mais juste pour changer son cul, je ne sais pas pour quelle raison elle a fait, parce que j'ai pas vu son cul, comment était son cul avant. Ça serait bien de voir le avant et le après, mais personnellement, une fille avec un petit cul ne me dérange pas. Beaucoup de femmes trouvent qu'elles n'ont pas assez de fesses, elles veulent des grosses fesses, etc. Moi, ça ne me dérange pas, un petit cul. Et voilà, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Voulez-vous un petit cul? Voulez-vous que votre copine se fasse refaire les fesses, qu'elle ait de grosses fesses et pourquoi pas de gros seins? Moi, je trouve que c'est pas normal d'être obligé de ne pas pouvoir poser ses fesses pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Je trouve que c'est beaucoup de sacrifices pour rien. Et sur ce, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, est-ce qu'il faut refaire ses fesses? Est-ce qu'il faut avoir un gros cul maintenant? Ça, c'est la question du jour. Et je vous remercie de m'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Je veux dépasser les 1000 abonnés le plus rapidement possible. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche en ce 11 octobre 2020. J'ai pratiquement plus de voix. Je n'ai pratiquement plus de voix parce que je ne peux pas parler trop fort et je vais devoir rentrer chez moi pour boire un grand verre d'eau. Mais merci à tous de m'avoir suivi. Il est dimanche matin, comme vous voyez, on est sur la place du marché. Je vais éteindre la lumière maintenant, le spot, parce que je vais faire une petite vidéo, un petit tour. Voilà, ça c'est sans la lumière et je vais faire une petite vidéo panoramique de la place du marché. Et voilà, donc je disais, on est dimanche 11 octobre, petit panoramique sur la place du marché. On voit la fontaine. Évidemment, les gens ne sont pas encore levés. Pourquoi? Parce que c'est dimanche. Donc comme je disais, c'est dimanche, place du marché, tout le monde dort à part moi. Même s'il est déjà 8 h du matin, les gens ont dû se coucher tard, ils ont dû faire la fête. Moi j'ai pratiquement plus de voix, donc je ne vais pas tarder à rentrer à la maison parce que j'ai besoin de boire un grand verre d'eau, comme je vous l'ai dit. J'arrive pas à parler trop fort. J'ai une petite voix, normalement j'ai une petite voix, je parle doucement. Quand je parle doucement, ça va. Quand je parle trop fort, je perds la voix. J'ai ma voix qui devient rock. C'est pour ça que normalement, je ne peux pas parler trop fort. Donc voilà mes amis, vous avez fait le tour du marché du Bourget. Contrairement à samedi, à hier, où il y avait beaucoup de monde sur la place du marché, ici, le dimanche, les Bourgetins se lèvent tard. Les Bourgetins ont fait peut-être la fête hier soir, je ne sais pas. Est-ce que les Bourgetins sont encore au lit, sont encore endormis, ou est-ce qu'ils préfèrent faire la grasse matinée? Moi, j'ai l'habitude de travailler la nuit, donc ça ne me dérange pas de me lever tôt. Ça ne me dérange pas de me coucher tard ou de me dormir le matin, puisque je travaille la nuit. Mais la plupart des gens, ils aiment bien rester au lit, surtout le dimanche matin. Ils aiment bien dormir. Et voilà mes amis, donc c'est tout pour la vidéo. Il me restera à faire le montage.
Et je vous souhaite, comme je l'ai dit, une bonne journée à vous tous mes amis, une bonne journée, portez-vous bien. Voilà, donc derrière moi il y a la police municipale, il y a le poste de police municipale qui est fermé parce que le dimanche il ne travaille pas. Le dimanche matin la police municipale ne travaille pas et on n'a pas la police nationale au Bourget. La police nationale c'est sur la Courneuve. Vous connaissez un peu plus la ville du Bourget, c'est ma ville. Et de temps en temps, je ferai des vidéos aussi de la ville du Bourget, comme j'ai déjà fait par le passé. Mais pourquoi pas également Drancy, pourquoi pas la Courneuve, pourquoi pas Stein, pourquoi pas Duny, pourquoi pas d'autres villes du 93. Et également Paris, puisque moi je travaille sur Paris, et donc je vous ferai de temps en temps des vidéos de Paris. Voilà, voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a parlé de tout. Ça sera sur YouTube. Vous allez pouvoir me voir sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. La chaîne YouTube c'est Thierry Kums, donc n'hésitez pas à venir me voir. Sur ce, je vais rentrer.